Avec un matin, l'interview. Bonjour, docteur Louis-Marie Cagdeux et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Sidonie et merci de nous recevoir une fois de plus sur ABK. Oui. Bonjour à nos aimables auditeurs. Oui. L'impôt sur le revenu des personnes physiques IRPP nous intéresse parce qu'il fait débat au sein du patronat qui n'est pas prêt à payer les nouvelles taxes sur le téléphone, le gardiennage Internet fixé tous les 3 à 5% et le carburant 10% selon la loi des finances de 2024. Le patronat a donc fait savoir au ministre des Finances qui a donc suspendu la mesure le temps qu'elle soit davantage explorée. Question docteur Louis-Marie Cagdeux. Comment est-ce qu'on calcule l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et qui est concerné par ces taxes? Ok, merci beaucoup. C'est une question importante qui est au cœur même de l'économie camerounaise aujourd'hui. Je vous disais, pour le nouvel an 2024 sera une année de crise sociale, à moins que l'on ne gère les partenaires sociaux avec assouplissement, comme le ministre vient de faire, parce que c'est une question aussi de rapport de force. Oui. En effet, dans l'élan de l'élargissement de l'assiette fiscale, qui est quelque chose de normal, chaque gouvernement recherche ce qu'on appelle des niches fiscales, c'est-à-dire des pistes non explorées susceptibles de permettre d'augmenter les recettes de l'État. Oui. Et donc, il y a pour cela plusieurs approches en fonction des idéologies de gouvernement qu'on a. Par exemple, les ultralibéraux frapperont, comme c'est le cas aujourd'hui, le pouvoir d'achat. Et c'est ça qui nous pose aujourd'hui un réel problème, alors que les socialistes et sociaux-démocrates comme nous épargneront le pouvoir d'achat pour nous intéresser aux plus grosses fortunes. C'est chez ces grosses fortunes-là qu'on irait chercher les recettes, qu'on irait chercher des niches pour augmenter les recettes de l'État. Donc, le problème qui se pose, pour qu'on se comprenne bien, n'est pas que l'État, le gouvernement se lance dans l'élargissement de l'assiette fiscale, mais c'est que le gouvernement a ciblé le pouvoir d'achat. Et un pouvoir d'achat au Cameroun aujourd'hui qui est déjà trop bas. Et donc, l'impôt sur le revenu est normalement payé, et c'est payé par des salariés, et l'on calcule ça sur le salaire brut. Et donc, c'est environ 5,5%. Et donc, si vous avez, pour faire simple, 100 000 francs de salaire brut, vous allez cliquer les 5,5% sur vos 100 000 pour voir le montant de l'impôt que vous allez payer sur vos revenus. Parce que la logique fiscale est que si vous générez une activité économique et que vous avez un gain, il est attendu de vous que vous reversiez une part à l'État. Et là, le patronat n'a parlé que de ce qui le concernait directement, parce que cela supposait en fait une diminution du salaire. Parce que si l'on intègre tout ce que l'État a appelé les avantages en nature que les salariés recevaient, par exemple, si vous, à ABK, vous avez un forfait pour le téléphone, ce téléphone qui permet d'appeler vos chroniqueurs comme moi, cela suppose que l'on intègre ça dans votre salaire normalement et que ce soit considéré comme un revenu. Ce qui veut dire que votre salaire brut sera plus large, plus importante, y compris tous ces forfaits que l'on vous met pour le téléphone. Et à la fin de la journée, vous aurez à payer d'impôt sur le revenu quand on applique le taux de 5,5% sur le salaire brut. Et c'est ça qui pose problème. Si vous avez une voiture de service qui n'était pas sur votre feuille de paie, ça suppose aujourd'hui que l'on intègre cette voiture de service dans votre feuille de paie, ce qui va effectivement faire exploser votre salaire comme si vous perceviez cet argent, et ça va également faire exploser le montant d'impôt sur le revenu que vous aurez à payer. C'est ça qui est en débat. Et donc, cela intéresse le patron parce que les patrons, s'ils appliquent cette disposition, cette mesure, ça supposerait en fait la diminution du salaire net que les employés percevront. Et s'ils ne veulent pas diminuer le salaire net et donc le pouvoir d'achat des employés, alors ils ont à augmenter les salaires pour maintenir au moins le niveau de salaire actuel. C'est ça qui pose problème. Beaucoup de choses ont changé, et ça c'est pour les patrons, même pour nous autres consultants. Quand on travaillait avec les ONG, on ne payait pas d'impôt sur le revenu parce que les ONG ne sont pas taxables.
imposable en réalité. Oui. Et donc aujourd'hui, il est demandé aux ONG d'être des agents des impôts et donc de prélever à la source cet impôt sur le revenu et de reverser à l'État, ce qui est tout aussi nouveau dans les dispositions. Et donc, c'est la diminution du pouvoir d'achat des Camerounais à un moment où l'inflation ne fait que s'accroître. J'étais en train de regarder quelques prix il y a 24 ans. On a comparé les prix des années 2000 et les prix de 2024. Vous voyez que quelquefois, il y a augmentation de plus de 900% sur certaines spéculations. Tout à fait. Si vous prenez... Et les salaires n'ont pas augmenté, les revenus n'ont pas augmenté. Oui. C'est pour ça que c'est incompréhensible que même ce peu de revenus soit diminué au moment où on attend de l'État des mesures de compensation. D'une part, pour l'inflation qui, cette année, plafonne autour de 8%. Et quand on dit 8%, ça veut dire que pour acheter les mêmes biens avec le même argent qu'en 2023, il faudrait ajouter 8% pour pouvoir acheter le même bien, ce qui n'est pas déjà facile. Si vous prenez 1 kilo de riz dans les années 2000, ça coûtait 300 francs. Aujourd'hui, le même kilo de riz rizu coûte 700 francs, ce qui est plus du double. Oui. Vous pouvez prendre l'huile raffinée, vous pouvez prendre 1 kilo de viande, vous pouvez prendre le maquereau qui coûtait 700 francs à l'époque, le kilo, et aujourd'hui, on est à près de 1600 francs le kilo de maquereau. Et donc, c'est ça l'inflation. Ce qui veut dire que vous avez le même salaire. Imaginez que votre salaire était de 2000 et que vous pouviez, en l'an 2000, ou que votre ration était de 2000. En l'an 2000, vous pouviez vous acheter 1 kilo de maquereau et autre chose. Aujourd'hui, vous pouvez plus parce que ce kilo de maquereau coûte 1600 et vous avez toujours le même revenu et donc les mêmes rations de 2000. Ça ne suffit plus du tout. C'est pour ça que des mesures de compensation sont demandées. D'autant plus qu'on annonce encore la cherté des facteurs de production. Les facteurs de production comme le carburant. Imaginez qu'on augmente encore le carburant aujourd'hui, va augmenter les coûts de production et ce qui va aussi avoir une répercussion directe sur les prix. Et l'inflation va encore s'envoler davantage, ce qui est très inquiétant. Donc on attend du gouvernement la création de richesses pour inverser cette tendance-là, parce que le prix sur le marché n'est conditionné que par une chose, c'est l'offre et la demande. Oui. Si aujourd'hui les choses coûtent un peu plus cher, c'est parce que l'offre est réduite, on n'a plus d'offre. Je me trouve actuellement, je vous appelle, dans la capitale du Mbamenki, Mantui, oui. Et je viens de voir passer 5 doigts de banane à 100 francs. Parce que dans cette localité-ci, il y a encore une offre qui est supérieure à la demande. Ce qui fait que ce n'est pas comme à Douala où les mêmes 5 doigts de banane seraient vendus à 500. Tout à fait. Et donc, il y a une autre époque où même à Douala, ça coûtait 100 francs. Et donc, pour que ce soit ainsi à Douala, il faudrait par exemple que l'État puisse créer un peu plus de richesse et donner un peu plus d'incitation pour que l'on cultive plus et que l'on approvisionne le marché local. Ou encore, que l'État prenne des dispositions pour protéger le marché national. Parce que l'on cultive abondamment la banane au Cameroun, notamment dans les localités de Njombe-Penja et dans le sud-ouest. Et cette banane est entièrement exportée, sans toutefois être profitable aux consommateurs camerounais. Et Dieu seul sait que dans le cadre de ce qu'on appelle import-substitution, c'est-à-dire une politique de promotion de la production locale, l'État a ciblé simplement cette banane-là et la boisson. Et je ne cesse de le dire. Et donc, vous donnez des incitations pour produire ce qui n'entre pas dans la consommation des Camerounais et donc ce qui ne permet pas de soulager le citoyen et de remplir le panier de la ménagère. Ce n'est pas normal. Oui. Et donc, une mesure de protection serait par exemple que cette banane de Njombe-Penja, que ce ne soit que l'excédent qui sorte du Cameroun. Et donc, au lieu d'avoir ce qu'on appelle la course aux devises, pour dire que le Cameroun a des devises internationales qui ne suffisent pas pour acheter en retour les biens consommés au Cameroun, mieux on approvisionne le marché local et on satisfait nos populations, quitte à ce qu'on ait moins de devises. Oui. Dans tous les cas, ces devises sont insuffisantes. C'est-à-dire, en matière de devises, on vous explique que vous devez préparer chez vous, vous vendez et les fruits de cette vente-là, c'est ça qu'on appelle devise, vous allez maintenant manger au restaurant. Sauf que ce que vous préparez chez vous et vendez ne suffit pas pour acheter un bon plat au restaurant. Et on est dans ce paradoxe économique-là où on nous explique que c'est le chemin qu'il faut emprunter et que moi j'appelle l'économie coloniale. Donc c'est un peu ça, les défis que le Cameroun a aujourd'hui et ces défis ne sont pas relevés et c'est pour ça qu'on s'oppose à ce système et qu'on appelle au changement. Docteur Louis-Marie Cacde, à quoi ou
ou à qui vont servir ces différents élargissements de l'assiette fiscale? Est-ce que ce sera à l'État ou alors ce sera aux citoyens? Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent qu'on va davantage prélever sur des revenus, cet argent qui sera appliqué dans des rubriques qui n'existaient pas par le passé? À quoi va servir tout cet argent? Il n'y a pas de nouvelles rubriques. Les Camerounais doivent comprendre que dans le budget, qu'on dit augmenter de 13 milliards, ce qui est ridicule, il aurait fallu que notre budget soit augmenté de 800 milliards pour compenser l'inflation. Donc on a aussi dans les faits une diminution du budget dont l'État a moins de moyens pour fonctionner en 2024 qu'en 2023. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une politique de rationnement qui est en train de se mettre partout. Oui. En fait, pour en réalité payer le fonctionnement de l'État, ce sont les recettes de l'État, sauf que l'on avait mieux à faire. Il y avait des niches susceptibles d'être utilisées. Quand je vous dis qu'il faut frapper les riches, c'est par exemple partout en Europe on parle du principe de pollueur-payeur. Aujourd'hui c'est la taxe carbone. On vous explique qu'il faudrait que ceux qui consomment plus, qui polluent plus, payent un peu plus, couvrir le désastre causé par leurs activités. Et c'est en ça que si vous mettez la taxe carbone, vous allez frapper les forestiers. C'est environ 17 personnes qui pillent les forêts du Cameroun depuis plus de 40 ans et qui ne payent strictement pas grand-chose au pays et aux localités pillées. C'est un peu ça. Et donc l'État protège tous ces gens-là pour cibler les plus pauvres, ce qui n'est pas normal. C'est par exemple toutes les grosses industries qui sont à Bassa, à Douala là-bas, oui, ou bien à Bonabéry, qui polluent et qui peuvent payer la taxe carbone. C'est par exemple toutes ces importations, ces produits chinois et autres qui envahissent le marché du Cameroun et qui quelquefois entrent gratuitement. Et donc, qui viennent faire la concurrence aux produits locaux et tuent les initiatives locales. Oui. Et donc, c'est un peu ça. Si vous frappez les produits en provenance de l'Union européenne par simple réciprocité de taxe carbone, parce que aucun produit africain n'entre plus dans la zone de l'Union européenne, c'est devenu une autre barrière non tarifaire, c'est-à-dire un mécanisme de protectionnisme que les Européens viennent de mettre sur pied pour empêcher encore davantage, fisser encore davantage les Africains. Les possibilités d'entrer sur le sol européen sont devenues très compliquées pour vendre, même si vous avez votre papaye. Et pour que ça entre sur le territoire européen, vous allez payer la taxe carbone aujourd'hui. Oui. Supposez que votre papaye vont dire qu'ils ne savent pas comment ça a été produit et donc entrer sur le sol européen, tout produit africain est frappé de taxe carbone. Et ce serait donc une mesure de justice et de réciprocité que tous les produits en provenant de l'Union européenne soient frappés aussi de taxe carbone sur notre territoire, parce que c'est ce qu'on appellerait la fiscalité de porte. Et donc le gouvernement camerounais n'a pas fait ça, ce qui donnerait au Cameroun potentiellement 2000 milliards de francs CFA. Je parle bien de 2000 milliards. Oui. Et donc on partirait d'environ 6 700 milliards de budget aujourd'hui à près de 9 000 milliards, ce qui est tout à fait important et ce qui donnerait un peu plus de moyens à l'État pour fonctionner. Mais regardez tous ces gens qui pillent notre pays, qui vivent de la sueur de nos pauvres paysans et qui ne payent rien et que l'État protège. L'État cible pour augmenter l'assiette fiscale les pauvres revenus que les populations ont au moment où nous demandons même qu'on double les salaires. Ce que le gouvernement camerounais trouve à faire, c'est de les diminuer. Oui. C'est quelque chose vraiment d'inacceptable. Donc, comme je le disais, la réalité est celle-là et nous ne pouvons pas passer 2024 sans avoir une crise parce que ces choses-là doivent être réglées. On ne peut pas continuer à souffrir dans notre propre pays et quand vous allez à l'étranger, on vous rejette, vous revenez dans votre propre pays, vous ne pouvez pas en jouir. Ce n'est pas normal. Alors que toutes ces possibilités existent. Je vous parle des entrepreneurs que nous encadrons ici, oui, qui ont des difficultés pour exporter leurs produits, qui trouvent encore d'autres barrières que l'on continue de mettre pour les empêcher d'exporter leurs produits. Même le gouvernement camerounais, dans le cadre de la loi de finances 2024, a encore créé des taxes sur les exportations, c'est-à-dire que vous découragez la production dans votre pays puisque l'exportation n'exporte vers le marché. Et donc vous ne pouvez pas taxer le marché, taxer l'accès sur le marché, ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas aussi taxer l'initiative entrepreneuriale, ce n'est pas normal. Vous ne pouvez même pas taxer la création de contenu, comme ce qu'ils ont fait avec les influenceurs et autres. Ça, c'est la création de contenu. Ça, c'est des initiatives. C'est comme si vous frappiez la germination. Or, pour qu'il y ait le maïs, il faut laisser germer le maïs. Vous ne pouvez pas frapper la germination. Il faut attendre que ça grandisse et que l'on récolte. C'est à partir de ce moment-là que vous pouvez taxer
le paysan. Et donc, c'est très compliqué tout ça. Ça n'a pas beaucoup de bon sens et ça ne pourra pas passer, quoi. Donc, les patronats se sont dressés et avant les patronats, il y avait les syndicats et nous autres SDF réunis autour du mouvement travailliste camerounais, le Calamo, qui avions directement saisi le président de la République avant son message de fin d'année pour lui demander, c'était même au départ, de ne même pas promulguer cette loi parce qu'elle était anti-citoyenne. Et il l'a fait. Et on lui demandait également d'augmenter le salaire. Et ce qu'il pouvait faire de mieux pour les Camerounais pendant son message de fin d'année était d'annoncer l'augmentation des salaires. Mais malheureusement, on l'a pris. Il a fait exactement le contraire. Il a plutôt annoncé l'augmentation du prix du carburant. Donc, c'est triste tout ça et il s'est montré intransigeant et je crois que les partenaires sociaux se montreront aussi intransigeants face à toutes ces dérives-là. Docteur Lumari Kakde, pour rester sur la question des influenceurs dont 5,5% seront élevés de leurs différents revenus issus de leur contenu, qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant que la loi a été déjà promulguée? Est-ce qu'ils doivent simplement s'y conformer ou alors il y a encore la possibilité de faire quelque chose? Nous les encourageons à rejoindre nos plateformes de revendication. Oui. S'ils ne comprennent pas les enjeux politiques, oui. Ils n'ont pas d'autre choix que de payer. Et pour payer, il faut la meilleure des choses pour éviter un fonctionnement forfaitaire, c'est bien sûr de créer une entreprise pour regrouper l'ensemble de leurs activités et puis payer sur leur chiffre d'affaires. Oui. Mais tout ça, on peut les accompagner et c'est pour ça que nous avons des plateformes pour pouvoir accompagner tous nos citoyens. Et donc, dans le cadre du mouvement travailliste, il y a toute cette expertise-là susceptible de mettre à leur disposition. Mais ce que nous disons aujourd'hui et ce que nous revendiquons de façon claire, c'est qu'on ne frappe pas l'initiative. Je dis ça. Oui. On ne frappe pas l'initiative entrepreneuriale. On ne frappe pas l'innovation. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'innover. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de prendre les initiatives. Au contraire, ce qu'on appelle mesure incitative, c'est que l'on encourage les gens à prendre les initiatives. Et l'on ne frappe que l'activité économique. Lorsque cela a déjà décollé et que, en principe, vous-même, vous vous sentez sur le plan moral dans l'obligation de payer les impôts. Oui. Mais quelqu'un qui est encore à ses débuts, quelqu'un qui est encore en train de se lever, en train de prendre, de faire des premiers pas, vous ne frappez pas cette personne, vous l'encouragez à se lever pour marcher. Oui. Et c'est de tout ça que nous discutons aujourd'hui et c'est pour ça que nous sommes contre le système ultralibéral du gouvernement camerounais. Oui. Docteur Lumari Kakde, on va embrayer sur la politique après la question économique. Elecam a révélé que son fichier électoral affiche plus de 7 millions d'inscrits. C'est un bilan satisfaisant selon vous ou alors il vaut mieux s'intéresser à la réforme électorale? Le bilan est très, très insatisfaisant. C'est 7,3 millions pour être exact. Oui. C'est très, très insatisfaisant. Mais il y a beaucoup de pesanteurs. Mais peut-être que je pourrais saisir cette occasion puisque j'ai représenté mon parti au sein de cette plateforme-là, la plateforme des partis politiques pour la réforme du code électoral, la réforme consensuelle du code électoral. Et cette semaine, nous avons été reçus par le conseil électoral de l'ECA et la direction générale d'Election Cameroun pour discuter de nos propositions et voir quel est l'état des lieux. Et donc, nous sommes informés sur ce qui s'est passé et sur ce qui se passe. Et on a vu les manquements qui se posaient. Oui. Et donc, c'est même un devoir citoyen de rendre compte. Oui. J'ai un débat sur les chiffres de 2011 et les chiffres de 2018 et tout ça. Je pense que il n'y a pas lieu de confondre quoi que ce soit. Le fichier de 2011 a été aboli, donc il n'y a pas de continuité entre les deux fichiers. Oui. Après 2011, on est passé à la biométrie. Oui. Et pour passer à la biométrie, on a fait ce qu'on appelle la refonte de la liste électorale, qui suppose que l'on recommence les inscriptions à zéro. Oui.
Et donc, la révision qu'on fait maintenant est une continuité. Oui. Mais après 2011, on est passé à la refonte et on a recommencé à zéro. Et ça aussi, c'était consensuel. Donc, on ne peut pas faire comme si il y avait souci. Nous étions tous d'accord qu'il faut passer à la biométrie. Oui. Et d'ailleurs, ce que nous revendiquons aujourd'hui, c'est que l'on passe à la biométrie intégrale. C'est-à-dire que l'ensemble du système soit biométrique et que l'on puisse voter aussi dans ce sens-là. Tout à fait. Et à cette question, ELECAM a fait valoir aussi les contraintes budgétaires qui supposeraient que dans tous les bureaux de vote, on puisse mettre des terminaux susceptibles de permettre que nos populations, même les analphabètes, puissent voter. Oui, oui. Et c'est aussi la même difficulté qui est exprimée pour ce qui concerne le bulletin unique, même si pour le cas du bulletin unique, nous pensons que ce n'est qu'un manque de volonté politique, parce que pour moi, pour ça, c'est bien et bien applicable, puisque d'autres pays du même niveau que nous appliquent le bulletin unique et ce, de façon très satisfaisante. Oui. Et donc, nous voulons aujourd'hui plutôt qu'on passe à la biométrie intégrale pour permettre que l'on puisse voter avec l'empreinte digitale. Oui. Et si on passait à la biométrie intégrale, les questions de carte électorale et tout ça seraient reléguées au second plan. Voilà. Et donc, c'est une discussion et c'est quelque chose qui a lieu de comprendre pour ne pas être dans la désinformation sur cette question-là. Oui. Voilà. Donc, il y a aussi cette question de comité mixte. Et donc, les difficultés qui ont été relevées sont claires. Et ces difficultés, quelquefois, pour ce qui concerne les inscriptions sur les listes électorales, ces difficultés sont partagées. Nous ne pouvons pas aujourd'hui accuser l'ELECAM comme s'il n'y avait pas eu de progrès sur le plan institutionnel, sur ce plan. Ce n'est pas en réalité l'ELECAM qui inscrit sur les listes électorales. Et donc, donner à l'opinion l'impression que c'est l'ELECAM qui le fait, c'est en fait empêcher les gens d'aller s'inscrire. Qui le fait, docteur? C'est une commission mixte. Et dans cette commission mixte, il est demandé à tous les partis politiques, et donc c'est notre responsabilité en tant que parti politique, d'envoyer leurs représentants à l'antenne locale de l'ELECAM. Et l'ELECAM fait juste le calendrier pour les descentes sur le terrain. Et donc, la triste réalité, et c'est ça que nous, OSDF, on a corrigé, cette triste réalité était que seuls 3% des partis politiques, dans les 360 antennes de l'ELECAM. Oui. Oui. Donc, nous... Des petits soucis avec la qualité de notre échange de ce matin, notre échange téléphonique. On a perdu le docteur Louis-Marie. Oui, docteur, on a des petits soucis à vous avoir. Hein, la communication n'est plus du tout claire. C'est vrai que le docteur nous a dit qu'il se trouvait du côté du Mbamekim, en Tui précisément. C'est dans la région du centre Cameroun et c'est depuis cette localité que nous échangeons avec lui ce matin sur les questions liées à l'IRPP, impôt sur le revenu des personnes physiques et sur le fichier électoral et la réforme électorale. Docteur, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis avec vous et je vous entends très bien. Voilà, justement, on avait de petits soucis de connexion. Ah, d'accord. Ok. Donc, j'étais en train d'expliquer que les partis politiques ont jusqu'au 15 décembre avaient jusqu'au 15 décembre pour désigner leurs représentants. Oui. Et donc, j'ai malheureusement l'essentiel des partis politiques ont fait quelques circonscriptions. Oh là là, c'est compliqué ce matin, c'est finalement laborieux cette dernière minute de cet entretien, docteur Louis-Marie Cacdeux. Vous nous écoutez? Je crois qu'on a perdu le docteur Louis-Marie Cacdeux. C'est en fait ça les réalités, nos réalités avec cette connexion qui est très souvent instable et il faut toujours croiser les doigts pour que les choses se passent comme vous le souhaitez. Docteur Louis-Marie Cacdeux? Moi, je suis en ligne. Ah, d'accord. C'est juste que le retour n'est pas bon. Il est entrecoupé. On a du mal à vous écouter. Ah, d'accord. Ah, oui. Oui, vous expliquez. Donc, pour aller un peu plus vite, c'est une commission qui s'occupe de l'inscription série. Oui.
Et le problème, c'est que les partis politiques n'avaient pas toujours désigné leurs représentants au sein de cette commission mixte. Oui. Et le but, et cela a été obtenu de fortes luttes, c'est que chaque parti puisse être capable d'inscrire ses partisans. Et donc, ça a été obtenu. Sauf que il appartient maintenant aux partis politiques de prendre leurs responsabilités et d'envoyer effectivement leurs représentants. C'est vrai que si vous n'envoyez pas les représentants, les antennes de l'ECAM continuent d'inscrire comme si de rien n'était. Tout à fait. Sans les partis politiques, oui. Mais c'est notre responsabilité collective. Oui. Donc nous, au sein du Social Democratic Front, nous avons réalisé la loi. Au 15 décembre, nous avions envoyé nos 360 représentants dans les antennes, les différentes antennes de l'ECAM, ce qui veut dire qu'actuellement, nos partisans peuvent librement se rendre dans ces antennes et être inscrits conformément à la loi. Oui. Et ce sont des informations que nous devons avoir, c'est des interpellations que nous devons faire pour que notre système électoral soit renforcé et soit équitable. Tout à fait. La politique du boycott ayant toujours conduit à la dérive. Donc, c'est ça la réalité aujourd'hui. Et donc, nous avons soumis à ELECAM un mémo d'environ 14 points opérationnels sur les manquements observés sur le terrain jusqu'ici. Oui. Et je crois que on veillera à ce qu'il y ait amélioration pour que le système électoral soit un peu plus crédible. Et donc, on a mis réellement sur la table la question de la crédibilité oui. Du système électoral, la perte de la confiance entre l'institution en charge de l'organisation des élections, à savoir ELECAM, oui. et les partis politiques et les électeurs. Ah, oui. Et donc, rebâtir cette confiance était nécessaire. Et pour que ça se fasse, il y a des pas qu'il faut franchir au niveau de l'ELECAM. Par exemple, pour ce qui concerne le kit d'enregistrement. Le kit d'enregistrement, il y a déjà eu 2 générations de kits d'enregistrement. Une première génération qui n'a pas marché, une deuxième génération qui est en cours et qui n'est pas en train de marcher. Et maintenant, on nous parle d'une 3e génération qui arriverait et qui marcherait mieux. De quoi il est question? Il y a bug oui. tout le temps. C'est-à-dire oui. que quand on a déjà enregistré une vingtaine, une trentaine de personnes, la machine plante. Et cela freine considérablement les inscriptions. Et si nous prenons la quarantaine de missions diplomatiques qui existent aujourd'hui, par exemple, il y a à ce niveau-là que les kits de première génération, ces kits ne fonctionnent pas et les Camerounais de la diaspora ne peuvent pas s'inscrire. Donc oui. Cela explique toute cette stagnation dans les chiffres que l'on a annoncé. Et donc, ce sont des choses qu'il faut impérativement revoir pour que d'ici à ce que les prochaines élections sont organisées, que les machines marchent convenablement. Oui. Il y a eu aussi cette question de publication. L'essentiel pour nous n'était même pas trop sur le nombre, hein, c'était même déjà sur le respect de la loi avec la publication de la liste nationale et non des listes électorales. Parce oui. que ce que l'ELECAM a fait, c'est de publier les listes par circonscription, même pas par région, par oui. circonscription électorale, ce qui ne nous arrange pas du tout, parce que en publiant par circonscription électorale, ça ne vous donne pas la possibilité de confronter les listes et de voir si le toilettage est effectif. Oui. Ça ne vous donne pas la possibilité de voir s'il y a des doublons ou pas. Oui. Et donc, nous avons exigé de l'ELECAM de publier la liste nationale. Comme cela, les 7,3 millions que l'on annonce, chacun aurait la possibilité de vérifier ça convenablement. Et je crois que les discussions sont allées dans le bon sens et que très rapidement, ce sont des choses qui seront corrigées. Dans tous les cas, on ne s'attend pas à aller aux nouvelles élections sans corriger tous ces manquements-là. Oui. Conformément à la loi, c'est la loi qui exige, hein, c'est oui. l'article 80 de la loi, oui. du code électoral, oui. et qui n'a pas été respecté. Et donc,
ce sont des choses importantes comme ça. Vous savez que nous avons plus d'1 million de déplacés internes, par exemple, dans notre pays. Cette question a été posée sur la table. Que fait-on de ces personnes qui étaient initialement inscrites et qui aujourd'hui se retrouvent dans d'autres localités? Oui. Et donc, vous voyez déjà que sur les 7,3 millions, on peut découvrir que vous avez près d'1 million qui sont déplacés et donc qui sont à retirer du fichier électoral. Et si vous ne toilettez pas et vous contentez des listes communales, vous partez avec des chiffres potentiellement un désavantage d'1 million. C'est-à-dire les gens qui pour les urnes ont la possibilité de faire voter 1 million de personnes, ce qui est inacceptable. Personne d'entre nous n'ira en camp B ou je sais pas où vérifier que les personnes inscrites là-bas sont effectivement là et que ces personnes ont voté ou n'ont pas voté. Oui. Il faut un fichier national pour éviter les doublons, pour éviter les doubles inscriptions et permettre que le processus soit crédible. Oui. Donc voilà des exemples concrets, des choses qu'il faut aujourd'hui absolument corriger pour aller vers des élections plus crédibles. Et donc nous informons nos citoyens que les inscriptions ont repris depuis le 4 janvier et que ces inscriptions seront fermées le 31 août et que nous avons la possibilité, nous tous, d'envahir les bureaux de vote pour exprimer notre ras-le-bol et faire en sorte que le système change convenablement. C'est vrai qu'en face, nous avons des gens qui essaient d'instrumentaliser les divisions dans les partis politiques et qui s'arrangent à ce que il n'y ait pas de candidats crédibles. Tout cela, c'est su et c'est visible. Et c'est encore à nous d'utiliser un rapport de force. La politique n'étant qu'une histoire de rapport de force. Tout à fait. C'est encore à nous de se constituer, de se mobiliser pour utiliser et faire valoir le rapport de force nécessaire pour faire blocage à l'avancement de ces mécanismes de fraude-là. Parce que quand on va créer la zizanie, payer des gens dans des partis politiques pour instrumentaliser, saccager toutes les initiatives de coalition que nous sommes en train de mettre en place. Les gens utilisent des méthodes brutes et ce quelquefois à dessein pour saccager ces initiatives-là et faire en sorte que les partis politiques ne s'entendent pas. Je crois que il faut être un peu plus attentif et se rendre compte que ce n'est pas forcément celui qui crie au voleur qui n'est pas voleur, quoi. Et comprendre que sur la scène politique, il faut toujours se demander à qui profite le crime. Lorsque l'on saccage, il y a des gens là qui ont simplement la mission de saccager tout ce qui est en train de toutes les initiatives que l'on essaie de mettre sur pied pour mobiliser et mutualiser les forces et obtenir de ce gouvernement que les lignes bougent. Dans tous les cas, nous autres, nous sommes conscients là-dessus. Nous sommes conscients et nous travaillons à ce que à mettre en marge toutes ces personnes-là qui sont payées. Je parle bien de payer, pas le fameux chapitre 94, ils ont vraiment augmenté, et le chapitre 65. Oui. Toutes ces personnes-là qui sont payées sans compte, ils rendent compte à personne. Ces personnes sont payées pour essayer de créer le trouble partout. Oui. Ces personnes sont identifiées et nos populations, nos citoyens doivent nous faire confiance et nous laisser piloter dans le sens positif, un sens qui ira sûrement vers le renversement de ce régime. Docteur Lumari Kagde, le temps nous tient par la gorge pour ce matin. Je crois qu'on va s'arrêter. Oui, je profite juste donc pour saluer tous nos amis en studio. Merci. Et Didier Kwamo, Suzanne Ipem.
nos aimables auditeurs et leur dire que une coalition, la bonne, passe au moins par 8 étapes. On ne commence pas par la médiatisation ou par la désignation de la personne qui portera la coalition. On commence par la vision partagée. Parce que vous vous mariez pas lorsque vous n'avez pas même une seule vision partagée. Non, pour vous mettre ensemble, il y a d'abord la vision partagée. Vous réfléchissez sur les actes de collaboration, sur la charte ou le document d'orientation, sur les mécanismes de fonctionnement et tout ça, et sur les mécanismes de résolution de crises, de conflits. Vous réfléchissez à tout ça avant de vous demander en fait qui est mieux placé pour marquer le but. Nos citoyens doivent comprendre que comme le match Cameroun-Guinée qui s'est joué hier, il faut faire la passe à la personne qui est bien placée pour marquer le but. Et que dès les vestiaires, on ne peut pas décider que c'est simplement le numéro 9 qui marque. Ce n'est pas. Si vous faites ça, arrivé sur le terrain, vous allez toujours perdre parce que effectivement, l'occasion de but ne se présentera pas toujours au numéro 9. C'est-à-dire, elle peut se présenter au numéro 5 ou bien au numéro 1 même. Et il faudrait que les gens sachent que c'est un peu comme ça que le jeu politique se passe. Ça, c'est bien noté, docteur. Ça ne se passe pas avant. Oui, c'est bien noté, docteur. Merci. Mère à vous, docteur.